Bonsoir. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux et respirez profondément. Chaque nuit, elle est là, silencieuse, familière, une perle de lumière suspendue dans le velours de l'infini. Nous la connaissons si bien, la lune. Nous avons écrit des poèmes en son honneur. Nous avons rêvé de la toucher. Mais la connaissons-nous vraiment? Et si ce visage familier, ce compagnon de nos nuits, cachait le plus grand secret de l'histoire de l'humanité? Et si la lune n'était pas ce qu'elle semble être? Ce soir, nous n'allons pas simplement observer la lune, nous allons l'écouter. Nous allons sonder ses mystères, non pas avec la froideur de la science, mais avec la douce curiosité de l'esprit qui s'apprête à dormir. Oubliez tout ce que vous pensez savoir. Laissez-vous porter par une question simple et vertigineuse. Et si la lune avait été créée artificiellement? Ce voyage est une invitation au rêve, une berceuse cosmique pour les esprits curieux. N'ayez crainte, il n'y a rien à prouver, rien à débattre, juste une histoire à écouter, tandis que vous glissez doucement vers le sommeil. Avant de plonger dans l'inconnu, rappelons-nous le conte que la science nous a raconté. C'est une histoire de chaos et de création, une danse cosmique, violente et magnifique. Il y a environ 4,5 milliards d'années, notre jeune Terre, encore en formation, aurait été frappée par un corps céleste de la taille de Mars, une planète errante nommée Theia. L'impact d'une puissance inimaginable aurait projeté dans l'espace des milliards de tonnes de roches en fusion. Ces débris incandescents, capturés par la gravité terrestre, se seraient lentement, très lentement, agglomérés pour former une sphère. Notre Lune, c'est la théorie de l'impact géant. Une théorie élégante qui explique beaucoup de choses. La composition similaire des roches lunaires et terrestres, l'inclinaison de notre planète. C'est une histoire qui a le souffle des légendes anciennes. Une naissance dans le feu et la fureur. Mais même les plus belles histoires ont parfois des pages manquantes, des détails qui ne collent pas tout à fait, des petites anomalies, des murmures dans les données qui suggèrent qu'un autre récit, plus étrange, plus incroyable, attend peut-être d'être découvert. C'est dans ces interstices, dans ces silences de la science, que notre voyage de ce soir commence. Notre première escale nous amène à un moment précis de l'histoire, le 20 novembre 1969. L'équipage d'Apollo 12, après avoir marché sur la Lune, se prépare à retourner sur Terre. Pour une expérience sismique, ils décident de laisser le module de remontée s'écraser sur la surface lunaire. L'impact est calculé, prévu, mais la réaction de la Lune, elle, est totalement inattendue. Les sismographes installés par la mission précédente, Apollo 11, captent l'onde de choc, et ce qu'ils enregistrent laisse les scientifiques de la NASA sans voix. La Lune ne réagit pas comme un corps solide et rocheux. Un tel corps aurait produit un son sourd, un tude bref et rapidement amorti. Au lieu de cela, la Lune résonne. Elle vibre. Elle sonne comme une cloche immense, cosmique, frappée par un marteau venu de la Terre. Le son n'est pas bref, il dure, il se propage encore et encore pendant près d'une heure. Imaginez ce son, non pas un son audible, mais une vibration profonde, une résonance qui parcourt l'ensemble du globe lunaire. Les scientifiques, dans leurs notes, écrivent
La lune résonne comme une cloche. Cette phrase, si poétique et si troublante, est le premier indice. Une cloche, par définition, est creuse. Un objet plein ne résonne pas de cette manière. C'est une loi physique simple. Alors, pourquoi la Lune, notre satellite que l'on croyait fait de roches et de poussière jusqu'à son noyau, se comporte-t-elle comme une gigantesque sphère métallique vide? Cette expérience a été répétée lors des missions suivantes, avec des impacts encore plus puissants. Et à chaque fois, le même résultat. La Lune chante une chanson étrange, une chanson qui suggère que, sous sa surface grise et cratérisée, se cache une structure que nous ne comprenons pas. Une structure qui pourrait ne pas être naturelle. Laissez cette vibration vous bercer. Le son d'une cloche cosmique, un écho venu des profondeurs de notre satellite qui murmure son premier secret. Ce son étrange, cette résonance prolongée, nous conduit inévitablement à une deuxième question, tout aussi fondamentale, la densité de la Lune. Si vous preniez un morceau de la Terre et un morceau de la Lune de taille égale, vous vous attendriez à ce qu'ils aient une masse similaire, n'est-ce pas? Après tout, la théorie dominante nous dit que la Lune est un morceau de la Terre. Pourtant, les mesures sont formelles. La densité moyenne de la Lune est d'environ 3,34 grammes par centimètre cube. Celle de la Terre est de 5,52. C'est une différence énorme. La Lune est étrangement légère pour sa taille. Beaucoup trop légère. Les scientifiques expliquent cela par un noyau de fer beaucoup plus petit que celui de la Terre, ou presque inexistant. Mais cette explication elle-même pose problème. Comment un corps aussi grand peut-il être si peu dense? Imaginez que vous teniez deux boules de billard identiques en apparence. L'une est pleine, massive. L'autre est creuse, légère. C'est un peu l'impression que donne la Lune. Cette faible densité corrobore l'idée d'une structure interne qui ne serait pas pleine. Des astronomes comme Carl Sagan ont noté cette anomalie, la qualifiant de curiosité. Mais si l'on pousse le raisonnement plus loin, si l'on combine cette légèreté avec le fait qu'elle résonne comme une cloche, l'hypothèse d'une lune creuse devient de plus en plus plausible. Un objet creux serait naturellement moins dense qu'un objet plein de même taille. C'est une évidence. Alors, la question n'est plus seulement pourquoi la Lune est-elle si légère, mais qu'y a-t-il à l'intérieur? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il n'y a pas? Est-il possible que sous le manteau de régolithes et de roches, de quelques dizaines de kilomètres, se trouve un vide? Ou, plus incroyable encore, une coque interne, une structure artificielle qui soutient la surface, laissant un espace immense en son centre. Cette idée, digne de la science-fiction, est pourtant une conclusion logique si l'on suit les indices que la Lune nous donne elle-même. Son poids plume, sa voix de cristal. Elle nous dit, à sa manière silencieuse, qu'elle n'est pas une simple roche, mais quelque chose de bien plus complexe. Continuons notre exploration en nous penchant sur la croûte lunaire, la peau de notre satellite. Et là encore, les surprises abondent. Les analyses des échantillons ramenés par les missions Apollo ont révélé une composition chimique pour le moins déroutante. La surface de la Lune est extraordinairement riche en certains éléments, notamment des métaux lourds
et réfractaire, comme le titane. La croûte lunaire contient jusqu'à 10 fois plus de titane que les roches terrestres les plus riches en ce métal. Le titane est un métal incroyable. Il est aussi résistant que l'acier, mais presque 2 fois plus léger. Il est extrêmement résistant à la corrosion et à la chaleur. Sur Terre, nous l'utilisons pour construire des sous-marins, des avions de chasse, des technologies de pointe. Le processus pour extraire et purifier le titane est complexe et énergivore. Et pourtant, on en trouve des quantités massives, à l'état presque pur, simplement posées à la surface de la Lune. Comment expliquer une telle concentration ? Le processus naturel de formation planétaire veut que les éléments les plus lourds, comme le fer ou le titane, coulent vers le noyau lors de la phase de fusion. Ils ne devraient pas se retrouver en surface, et certainement pas en de telles quantités. C'est comme si quelqu'un avait déversé sur la Lune une couche de métaux industriels. Mais le mystère ne s'arrête pas là. On a également trouvé des traces de métaux qui n'existent quasiment pas à l'état naturel, comme le laiton, un alliage de cuivre et de zinc, et des particules de fer qui ne rouillent pas, suggérant un processus de purification inconnu sur Terre. Imaginez ces paysages lunaires sous la lumière crue du soleil. Le sol gris ne brille pas seulement de la lumière réfléchie, mais scintille de milliers de fragments de métaux purs. Un sol qui ressemble plus à un site industriel abandonné qu'à la surface d'un corps céleste naturel. C'est une anomalie géologique fondamentale qui remet en question toute l'histoire de sa formation. D'où viennent ces métaux ? Ont-ils été projetés depuis les profondeurs par un volcanisme inconnu ou ont-ils été déposés là ? Sont-ils les vestiges d'une activité ancienne, les débris d'une coque métallique gigantesque qui se serait érodée au fil des éons ? La surface de la Lune n'est pas une page blanche. C'est un palimpseste où une histoire bien plus étrange que la nôtre semble avoir été écrite en lettres de titane. Parmi les énigmes métalliques de la Lune, certaines sont encore plus troublantes. Au-delà du titane, les scientifiques ont été stupéfaits de découvrir dans les échantillons lunaires la présence d'uranium-236 et de neptunium-237. Ces noms peuvent vous sembler complexes, mais ce qu'ils représentent est d'une simplicité désarmante. Ces éléments n'existent pas dans la nature. Ce sont des sous-produits de réactions nucléaires, des isotopes que l'on ne trouve sur Terre que dans les déchets de nos centrales nucléaires ou après des explosions atomiques. Le neptunium-237, par exemple, est un produit de la fission de l'uranium-235 dans les réacteurs. Sa présence sur la Lune est un véritable casse-tête. Aucune réaction naturelle connue ne peut expliquer sa formation. Alors comment est-il arrivé là ? La Lune aurait-elle été le théâtre de processus nucléaires que nous ne pouvons même pas imaginer ? Certains chercheurs ont avancé des hypothèses, comme l'explosion d'une supernova proche dans un passé lointain qui aurait bombardé la Lune de ces éléments. Mais cette explication est fragile et ne rend pas compte des concentrations spécifiques observées. L'autre possibilité, bien sûr, est beaucoup plus radicale. Elle suggère que ces éléments sont les vestiges d'une technologie, les résidus d'un ancien réacteur, la signature d'une source d'énergie artificielle qui aurait alimenté la Lune, ou ce qui se trouvait à l'intérieur, il y a des millions,
voire des milliards d'années. Pensez-y. Nous, humains, avons commencé à produire ces mêmes isotopes il y a moins d'un siècle. Et nous les trouvons sur un corps céleste qui est censé être mort et inerte depuis des milliards d'années. C'est un anachronisme à l'échelle cosmique. C'est comme trouver un smartphone fossilisé dans une strate de l'époque des dinosaures. Ces atomes radioactifs, silencieux dans la poussière lunaire, sont peut-être les fantômes d'une civilisation disparue. Ils nous racontent une histoire de puissance et d'énergie, une histoire qui dépasse de loin notre propre technologie. Ils sont une preuve silencieuse que la Lune a connu une activité qui n'a rien de géologique et qui pourrait bien être intelligente. Éloignons-nous maintenant de la composition de la Lune pour contempler son mouvement, sa danse céleste. Et c'est là que le mystère s'épaissit encore, pour atteindre une perfection presque dérangeante. L'orbite de la Lune autour de la Terre est quasiment un cercle parfait. C'est une exception dans le système solaire. La plupart des lunes et des planètes ont des orbites elliptiques, plus ou moins allongées. Une orbite parfaitement circulaire est statistiquement très improbable. C'est comme lancer une pierre dans un étang et voir les ondes se propager en un cercle parfait, sans aucune déformation. C'est possible, mais si rare que cela en devient suspect. Mais la véritable magie, le chef-d'œuvre de cette mécanique céleste, c'est le phénomène des éclipses solaires totales. La Lune est 400 fois plus petite que le Soleil. Et, par une coïncidence absolument stupéfiante, elle est aussi 400 fois plus proche de la Terre que le Soleil. Le résultat, vu de la Terre, la Lune et le Soleil ont exactement la même taille apparente dans le ciel. Cette coïncidence parfaite permet à la Lune de masquer le disque solaire avec une précision d'orfèvre, ne laissant apparaître que la magnifique couronne solaire lors d'une éclipse totale. Quelle est la probabilité d'un tel alignement? Les astronomes vous diront qu'elle est infinitésimale. Aucune autre lune dans le système solaire ne présente une telle symétrie avec son étoile et sa planète. C'est une configuration unique. Est-ce vraiment le fruit du hasard, un coup de chance cosmique? Ou bien est-ce le signe d'une conception délibérée? Imaginez des ingénieurs cosmiques choisissant la taille, la masse et la distance de leur création pour offrir aux futurs habitants de la planète un spectacle céleste d'une beauté et d'une précision inégalée. L'éclipse totale, ce moment où le jour se transforme en nuit étoilée, ce moment de grâce et de terreur pour les anciennes civilisations, ne serait alors pas un accident, mais une signature, un message gravé dans la mécanique même du système solaire, un message qui dit « Regardez, ceci n'est pas un hasard, ceci a été pensé. » L'orbite de la Lune n'est pas seulement une trajectoire, c'est une œuvre d'art. Poursuivons notre contemplation de la danse lunaire en nous intéressant à un autre de ses aspects remarquables, le verrouillage gravitationnel. La Lune nous présente toujours la même face. C'est un fait que nous tenons pour acquis. Mais pourquoi? La science nous explique que la période de rotation de la Lune sur elle-même est exactement égale à sa période de révolution autour de la Terre, soit environ 27,3 jours. C'est ce qu'on appelle la rotation synchrone ou le verrouillage gravitationnel. Ce phénomène est courant pour les satellites proches de leur planète,
mais la perfection avec laquelle la Lune est verrouillée est, encore une fois, exceptionnelle. La face cachée de la Lune est restée un mystère total pour l'humanité jusqu'en 1959, lorsque la sonde soviétique Luna 3 en a envoyé les premières images. Et ces images ont révélé un monde complètement différent de la face visible. La face cachée est beaucoup plus cratérisée, plus montagneuse, et elle possède très peu de ces grandes plaines de lave sombre que nous appelons les mers. C'est comme si la Lune avait deux visages radicalement différents. Pourquoi une telle asymétrie? La théorie la plus acceptée est que la croûte de la face cachée est plus épaisse. Mais cela ne fait que déplacer la question. Pourquoi est-elle plus épaisse? Dans l'hypothèse d'une lune artificielle, cette particularité prend un tout autre sens. La face visible, plus lisse, serait la face de travail, celle tournée vers la Terre pour l'observation ou la communication. La face cachée, plus épaisse et plus robuste, servirait de bouclier. Un bouclier contre les impacts de météoroïdes et les radiations cosmiques venant de l'espace profond. La Lune serait donc positionnée de manière délibérée, non seulement pour les éclipses, mais aussi pour se protéger, en nous présentant toujours son côté le plus vulnérable, tout en gardant son dos blindé face aux dangers du cosmos. Cette idée transforme la Lune en un gigantesque vaisseau spatial, en une station orbitale conçue pour durer des éternités, avec une proue et une poupe, un avant et un arrière. La face que nous voyons chaque nuit ne serait que la fenêtre du poste d'observation. Et la face cachée, le blindage du moteur, cette disposition parfaite, ce verrouillage immuable, cesse d'être une simple curiosité gravitationnelle pour devenir une stratégie, un choix d'ingénierie d'une intelligence redoutable. Revenons un instant aux vibrations, à cette musique étrange que la Lune nous a chantée. Après l'expérience d'Apollo 12, la NASA a continué à provoquer des impacts pour étudier la structure interne de la Lune. Lors de la mission Apollo 13, le troisième étage de la fusée Saturne, 5, un objet de plus de 14 tonnes, a été volontairement envoyé s'écraser sur la surface lunaire. L'impact a libéré une énergie équivalente à celle de 11 tonnes de TNT. Le résultat fut encore plus spectaculaire. La Lune a résonné pendant plus de 3 heures. Les ondes sismiques ont été enregistrées jusqu'à une profondeur de 35 à 40 km. Puis, elles se sont arrêtées net. Elles ne semblaient pas pouvoir pénétrer plus profondément. C'est comme si elles avaient heurté une barrière, une sorte de coque interne extrêmement rigide. Les scientifiques de la NASA étaient perplexes. Ken Mattingly, l'un des astronautes d'Apollo 16, a déclaré que cette structure interne devait être anormalement rigide, peut-être même constituée d'une coque métallique. C'est une affirmation extraordinaire venant d'une source aussi crédible. Imaginez un œuf. Si vous le faites vibrer doucement, les ondes traversent le blanc et le jaune. Mais si l'œuf avait une coque interne en acier juste sous la coquille, les vibrations rebondiraient dessus sans jamais atteindre le centre. C'est précisément le comportement de la Lune. Les données sismiques suggèrent l'existence d'une coque ou de plusieurs couches de matériaux extrêmement résistants à quelques dizaines de kilomètres sous la surface. Cette coque pourrait mesurer plusieurs kilomètres d'épaisseur et être composée de métaux comme le titane, ce qui expliquerait à la fois la rigidité
la résonance et la présence anormale de ce métal en surface. L'idée d'une coque artificielle n'est donc pas une simple fantaisie. Elle est une interprétation directe des données sismiques collectées par les missions Apollo. La Lune ne serait pas une sphère pleine, mais une sorte de sphère de Dyson miniature, une structure construite de l'intérieur vers l'extérieur. La surface que nous voyons ne serait qu'un camouflage de poussière et de roches déposées sur une armature métallique d'une résistance inimaginable. Et cette armature protégerait quelque chose en son centre, un espace vide ou autre chose. La surface de la Lune, bien qu'étudiée depuis des décennies, recèle encore des mystères qui défient les explications simples. L'un des plus étranges est celui des mascons, une abréviation pour masse concentration ou concentration de masse. Ce sont de vastes zones, principalement situées sous les grandes mers lunaires circulaires, où la gravité est anormalement élevée. Lorsqu'une sonde spatiale survole un mascon, elle subit une légère attraction supplémentaire qui la fait dévier de sa trajectoire. Ces mascons ont été découverts dans les années 60 et ont posé de sérieux problèmes aux planificateurs des missions Apollo, qui devaient constamment corriger les orbites de leurs modules. Quelle est l'origine de ces anomalies gravitationnelles? L'explication conventionnelle est que ce sont les restes d'anciens astéroïdes très denses qui se sont écrasés sur la Lune et se sont enfoncés sous la surface. Mais cette théorie a des failles. Pourquoi ces objets denses ne se sont-ils pas enfoncés plus profondément vers le centre de la Lune alors qu'elle était encore en fusion? Et pourquoi se trouve-t-il presque exclusivement sous les mers de la face visible? Dans le cadre de l'hypothèse de la Lune artificielle, les mascons pourraient être interprétés différemment. Ils ne seraient pas des objets étrangers, mais des éléments structurels de la Lune elle-même. Imaginez-les comme les piliers de soutien d'un immense édifice, les points d'ancrage d'une coque interne, ou encore de grands équipements enfouis sous la surface. Ce pourraient être d'anciennes machines, des réacteurs éteints, des systèmes de stabilisation, dont la masse et la densité supérieure créent ces puits de gravité. Cette idée expliquerait pourquoi ils n'ont pas coulé. Ils seraient fixés à la structure interne de la Lune. Leur position sous les mers, qui sont les zones les plus basses et les plus lisses, pourrait également être stratégique, peut-être pour des raisons de stabilité ou d'accès. Les mascons ne seraient donc pas des cicatrices d'impacts anciens, mais des pièces maîtresses d'une ingénierie colossale. La Lune ne serait pas un corps inerte, mais une machine complexe, avec son propre squelette, ses propres organes, dont nous ne percevons que les subtiles signatures gravitationnelles. Chaque fois qu'une sonde dévie de sa course au-dessus de la mer des pluies ou de la mer de la sérénité, elle ne fait peut-être que saluer les vestiges d'une technologie qui nous dépasse. Au-delà des données et des mesures, il y a les témoignages visuels, les milliers de photographies et de vidéos ramenées par les missions Apollo et les sondes plus récentes. Officiellement, ces images nous montrent un monde désolé, magnifique, mais sans vie. Pourtant, depuis des décennies, des chercheurs indépendants, des archéologues de l'espace, scrutent ces images au pixel près. Et ce qu'ils prétendent y avoir trouvé est proprement stupéfiant. Ils parlent de structures qui semblent artificielles, d'anomalies géométriques
qui ne peuvent être expliquées par des jeux d'ombre et de lumière ou des formations rocheuses naturelles. L'une des plus célèbres est surnommée le Shard, l'éclat. C'est une structure qui semble s'élever à plus d'1,5 km au-dessus de la surface, projetant une ombre distincte. Elle a une apparence cristalline, presque comme un gratte-ciel de verre brisé. Non loin de là se trouverait la tour, une autre structure verticale, plus fine, qui semble composée de plusieurs cubes empilés, s'élevant à une hauteur estimée de plus de 7 km. Une autre anomalie célèbre est le château, une structure complexe qui semble flotter au-dessus du sol avec une géométrie complexe et des lumières internes. Bien sûr, la NASA et la communauté scientifique dominante rejettent ces interprétations comme étant des cas de pareidolie, cette tendance de notre cerveau à voir des formes familières dans des motifs aléatoires, combinés à des artefacts de compression d'images et à des jeux de lumière. Mais les chercheurs qui soutiennent l'existence de ces structures insistent sur la clarté des ombres, la consistance des formes sur plusieurs photographies prises sous des angles différents et la géométrie trop parfaite pour être naturelle. Que devons-nous en penser? Sans pouvoir nous rendre sur place pour vérifier, il est impossible de trancher. Mais laissons notre imagination s'emparer de ces images pour un instant. Imaginez que ce ne sont pas des illusions. Imaginez que les ruines d'une civilisation antique parsèment réellement le paysage lunaire, des tours de cristal brisées, des châteaux suspendus dans le silence éternel. La Lune ne serait alors pas seulement un satellite, mais un cimetière, le tombeau silencieux d'un passé dont nous ne savons rien. Et chaque cratère pourrait cacher non pas une roche, mais une histoire. L'âge de la Lune est un autre sujet de controverse et de mystère. La datation des roches lunaires, ramenée par les missions Apollo, a donné des résultats pour le moins surprenants. La plupart des roches de surface se sont révélées être extraordinairement anciennes, bien plus vieilles que ce à quoi les scientifiques s'attendaient. Certaines ont été datées à 4,5 milliards d'années, ce qui les rend aussi vieilles que le système solaire lui-même. C'est plus vieux que 99% des roches trouvées à la surface de la Terre. Notre planète, étant géologiquement très active, sa croûte étant constamment recyclée par la tectonique des plaques et l'érosion. Mais le véritable choc est venu d'un échantillon de poussière lunaire, la fameuse roche numéro 183, qui a été datée à 5,3 milliards d'années. C'est presque 1 milliard d'années de plus que l'âge estimé de la Terre et du système solaire. Comment est-ce possible? Comment une roche peut-elle être plus vieille que la planète autour de laquelle elle orbite, et même plus vieille que l'étoile qui l'éclaire? La communauté scientifique a tenté d'expliquer ce résultat en suggérant des erreurs dans les méthodes de datation au potassium-argon, ou en supposant que cette roche pourrait être un fragment d'un corps interstellaire plus ancien qui se serait écrasé sur la Lune. Mais cette explication reste une hypothèse. L'autre possibilité, si l'on suit notre fil conducteur, est que la Lune elle-même est plus ancienne que la Terre, qu'elle n'est pas née de la Terre, mais qu'elle est un objet voyageur, un artefact nomade
qui a été capturée par la gravité terrestre à un moment donné de son histoire, ou, plus audacieuse encore, qu'elle a été délibérément placée en orbite. Cette idée de la Lune, comme un corps étranger, un visiteur venu d'un autre système stellaire, ou même d'une autre galaxie, est vertigineuse. Elle ferait de la Lune, non pas notre sœur ou notre fille, mais une étrangère, une observatrice silencieuse, dont les origines se perdent dans la nuit des temps. La poussière sous les pieds des astronautes ne serait pas seulement de la roche, mais les archives d'un temps antérieur à notre propre existence, un temps où notre Soleil n'était peut-être même pas encore né. La Lune serait alors un véritable fossile cosmique, le plus ancien objet que l'humanité ait jamais touché. Il y a aussi le phénomène des phénomènes lunaires transitoires, ou PLT. Ce sont des observations de lumière, de couleur ou de changements d'apparence de courte durée à la surface de la Lune. Depuis des siècles, bien avant l'ère spatiale, des astronomes amateurs et professionnels ont rapporté avoir vu des choses étranges sur la Lune, des flashs lumineux, des lueurs rougeâtres, des nuages de gaz colorés qui apparaissent et disparaissent en quelques minutes ou quelques heures, des zones qui s'assombrissent ou s'éclaircissent de manière anormale. Le cratère Aristarque est particulièrement célèbre pour être un point chaud de ces activités. Des centaines d'observations fiables ont été documentées au fil du temps. L'explication officielle est généralement que ces phénomènes sont dus à des dégazages de poches de gaz souterraines libérées par l'activité sismique ou les variations de température. Une autre hypothèse est qu'il s'agit d'impacts de petits météoroïdes. Cependant, certaines de ces observations sont difficiles à expliquer par ces processus naturels. Des lumières qui semblent se déplacer de manière organisée, des flashs qui se répètent à intervalles réguliers, des lueurs géométriques, dans le contexte d'une lune artificielle et potentiellement encore active. Ces PLT pourraient être interprétés comme des signes d'activité technologique, des lumières de ventilation qui s'ouvrent et se ferment, des décharges d'énergie, des systèmes de maintenance qui s'activent brièvement après des millions d'années de dormance. Peut-être que la Lune n'est pas aussi morte qu'elle en a l'air. Peut-être que sous sa surface, des machines anciennes continuent de fonctionner, de respirer, de vivre à leur propre rythme, un rythme si lent que nous ne percevons que de rares et brefs soupirs de lumière. Imaginez un observateur, il y a 200 ans, son œil collé à la lunette de son télescope, notant avec étonnement une lueur rouge dans un cratère. Il ne savait pas ce qu'il voyait, mais peut-être était-il le témoin involontaire du réveil d'un gardien endormi, d'un système qui s'étire après un long sommeil. Ces lumières fugitives sont peut-être les battements de cœur d'une machine-monde, des signaux faibles d'une intelligence qui nous attend ou qui nous ignore complètement. Un autre aspect curieux de la géologie lunaire est la faible profondeur de ces cratères. Étant donné l'absence d'atmosphère pour la protéger, la Lune a été bombardée sans relâche par des astéroïdes et des comètes pendant des milliards d'années. Sa surface en porte les cicatrices. On pourrait s'attendre à trouver des cratères extrêmement profonds, proportionnels à la taille et à la vitesse des objets qui les ont créés. Or, ce n'est pas le cas.
Même les plus grands cratères, ceux qui mesurent des centaines de kilomètres de diamètre, sont étonnamment peu profonds. Par exemple, le cratère Gagarine, qui fait près de 300 kilomètres de large, n'a une profondeur que de 6 kilomètres. C'est comme si les projectiles, même les plus massifs, ne parvenaient pas à pénétrer la surface au-delà d'une certaine limite. Le fond de ces grands cratères est souvent plat ou même convexe, comme si l'objet impactant avait été stoppé par une couche sous-jacente d'une dureté et d'une résistance extrême. Cette observation s'accorde parfaitement avec l'idée d'une coque interne rigide. La couche de régolithes et de roches superficielles, d'une épaisseur de quelques kilomètres, absorberait la première partie de l'impact. Mais la coque métallique sous-jacente, incroyablement résistante, stopperait net la progression de l'astéroïde, l'empêchant de creuser plus profondément. Le fond plat des cratères serait donc la manifestation visible de cette armure interne. C'est comme tirer une balle sur un gilet pare-balles recouvert d'une épaisse couche d'argile. La balle va déformer et creuser l'argile, mais elle sera arrêtée par le matériau balistique, créant une dépression large mais peu profonde. La Lune semble porter un gilet pare-balles cosmique. Cette armure expliquerait non seulement la faible profondeur des cratères, mais aussi la présence de métaux, comme le titane, à la surface. Chaque impact majeur aurait pu arracher des fragments de cette coque et les projeter aux alentours, mélangeant ainsi des matériaux artificiels à la poussière naturelle. Les cratères de la Lune ne seraient donc pas seulement des cicatrices, mais des preuves de sa robustesse, des témoignages de sa capacité à résister aux assauts du cosmos depuis des temps immémoriaux. C'est la signature d'un objet qui n'a pas été conçu pour être détruit. Le champ magnétique de la Lune, ou plutôt son absence, est une autre pièce du puzzle. La Terre possède un noyau de fer en fusion qui, en tournant, génère un puissant champ magnétique, la magnétosphère. Ce champ nous protège des vents solaires et des radiations cosmiques, rendant la vie possible. La Lune, elle, n'a pas de champ magnétique global aujourd'hui. C'est l'un des arguments pour dire que son noyau métallique est très petit ou inexistant. Cependant, l'analyse des roches lunaires a apporté une surprise de taille. Elles sont magnétisées. Ces roches portent la trace d'un champ magnétique puissant qui existait dans le passé, il y a environ 3 à 4 milliards d'années. Comment une roche peut-elle être magnétisée s'il n'y avait pas de champ magnétique pour l'imprégner? C'est le paradoxe du magnétisme lunaire. La science peine à expliquer comment la Lune aurait pu avoir un noyau actif, capable de générer un champ magnétique puissant pendant un temps, avant de s'éteindre complètement. Les modèles actuels d'effet dynamo ne fonctionnent pas bien pour un corps aussi petit. Mais si nous considérons la Lune comme un objet artificiel, une autre explication devient possible. Le champ magnétique ancien n'aurait pas été généré par un noyau naturel, mais par une source d'énergie technologique. Il pourrait s'agir du champ généré par un immense réacteur en fonctionnement au cœur de la Lune, ou par des systèmes électromagnétiques complexes parcourant sa coque. Cette technologie aurait pu être active pendant des centaines de millions d'années, magnétisant les roches environnantes, avant d'être mise en sommeil ou de tomber en panne. La magnétisation des roches lunaires serait alors une sorte de mémoire fossile,
de l'activité passée de la machine Lune. C'est comme trouver des objets en fer magnétisés autour d'une vieille centrale électrique abandonnée. La centrale ne produit plus de courant, mais les objets gardent la trace de son champ électromagnétique passé. De même, la Lune serait une machine éteinte, mais ces pierres se souviennent encore du temps où le courant passait, où l'énergie coulait dans ses veines de métal. Le silence magnétique actuel de la Lune ne serait pas le signe d'une mort géologique, mais peut-être simplement celui d'un interrupteur qui a été basculé sur off. La question de l'eau sur la Lune a longtemps été débattue. On la croyait parfaitement sèche. Mais des découvertes récentes ont montré la présence de glaces d'eau, principalement dans les cratères des pôles qui sont en permanence à l'ombre. Cette découverte a ravivé l'espoir d'établir des bases lunaires durables. Mais elle soulève aussi de nouvelles questions. D'où vient cette eau ? La théorie principale est qu'elle a été apportée par des comètes et des astéroïdes qui se sont écrasés sur la Lune au fil des milliards d'années. Une autre source pourrait être le vent solaire dont les protons, hydrogène, se combineraient avec l'oxygène des minéraux lunaires. Cependant, certains aspects de cette présence d'eau sont curieux. Des rapports non confirmés, notamment de la part de scientifiques russes, qui ont analysé les données de la mission américaine Clémentine dans les années 90, suggèrent la présence de vastes étendues de glace sous la surface, bien plus que ce que l'on pourrait attendre d'un apport extérieur. De plus, il y a des témoignages d'astronautes, comme ceux d'Apollo 16, qui ont rapporté avoir vu des sortes de geysers de vapeur s'échapper du sol lunaire. Si la Lune était une structure artificielle, cette eau pourrait avoir une toute autre origine. Elle pourrait être le reste d'un système de refroidissement, de support de vie ou d'un processus industriel ancien. La vapeur observée pourrait provenir de fuites dans d'anciennes canalisations ou réservoirs situés sous la surface. La Lune pourrait être un immense réservoir, une cantine cosmique transportant des ressources vitales à travers l'espace. La glace que nous trouvons dans les cratères polaires ne serait alors que la partie visible de l'iceberg, la condensation de fuites internes qui s'est accumulée au fil des âges dans les pièges les plus froids de la surface. L'eau lunaire ne serait donc pas un cadeau du ciel, mais une ressource stockée, un héritage. Et forer cette glace pour alimenter nos futures colonies reviendrait peut-être à puiser dans le système de refroidissement d'un vaisseau fantôme, endormi depuis une éternité. L'un des arguments les plus troublants en faveur d'une lune artificielle vient de deux scientifiques russes, Mikhail Vazin et Alexander Sherbakov, de l'Académie des sciences soviétiques. En 1970, ils ont publié un article qui a fait l'effet d'une bombe, intitulé « La Lune est-elle la création d'une intelligence extraterrestre ?» Dans cet article, ils synthétisent un grand nombre des anomalies que nous avons déjà évoquées. La faible densité, la résonance, la composition de la croûte, la platitude des cratères. Mais ils vont plus loin, en proposant un modèle détaillé de ce que pourrait être la Lune. Selon eux, la Lune serait une sorte de planétoïde naturel qui aurait été creusé par une civilisation technologiquement très avancée. Ils imaginent une coque interne, en titane, de plusieurs dizaines de kilomètres d'épaisseur, protégeant un immense espace habitable à l'intérieur.
capable d'abriter une civilisation entière, avec son atmosphère, ses villes, ses sources d'énergie. La surface rocheuse que nous voyons ne serait qu'une couche de protection, une sorte de camouflage accumulé au fil du temps pour la faire ressembler à un corps naturel et la protéger des impacts. Il suggère que cet immense vaisseau-monde aurait été amené en orbite de la Terre il y a très longtemps, servant de station d'observation ou peut-être d'arche de Noé cosmique pour une civilisation fuyant un cataclysme. Cette théorie, bien que radicale, a le mérite d'offrir une explication unifiée à la quasi-totalité des anomalies lunaires. Chaque détail étrange, chaque donnée qui ne colle pas avec le modèle naturel, trouve sa place dans ce grand schéma d'ingénierie cosmique. Le modèle de Vassin et Sherbakov n'est pas une simple spéculation. C'est une tentative de construire une hypothèse scientifique alternative basée sur les faits. Bien sûr, elle a été largement ignorée ou tournée en ridicule par la communauté scientifique occidentale en pleine guerre froide. Mais elle reste une construction intellectuelle fascinante. Elle nous force à nous poser la question: et s'ils avaient raison? Et si, chaque nuit, nous ne regardions pas une lune, mais un vaisseau si grand que nous le prenons pour un monde, si ancien que nous le croyons naturel? Si la lune est une construction, qui en seront les architectes? Et pourquoi l'aurait-il construite? C'est le cœur du mystère. Les théories abondent, chacune plus fascinante que la précédente. Une première hypothèse est celle de la station d'observation. Une civilisation extraterrestre avancée aurait placé la Lune en orbite pour étudier la Terre et l'évolution de la vie, et peut-être même pour guider cette évolution. La Lune serait une sorte de cache, un poste d'observation parfait, nous présentant toujours la même face, cachant ses activités de l'autre côté. Les phénomènes lumineux transitoires pourraient être les signes de cette observation continue. Nous serions, depuis des millions d'années, dans un zoo cosmique, observés par des gardiens silencieux depuis leur tour de contrôle lunaire. Une deuxième hypothèse est celle de l'arche de Noé. Une civilisation très ancienne, peut-être même originaire de notre propre système solaire, d'une planète aujourd'hui détruite, Mars, ou une cinquième planète entre Mars et Jupiter, aurait fait face à un cataclysme inéluctable. Pour survivre, ils auraient transformé une petite lune ou un astéroïde en un immense vaisseau générationnel et y auraient embarqué pour un long voyage. La Lune serait donc une capsule de sauvetage, un monde refuge transportant les derniers survivants d'une espèce disparue. Sont-ils toujours à l'intérieur, en état d'hibernation? Ou ont-ils quitté la Lune il y a longtemps, la laissant comme un mémorial vide en orbite de notre planète? Une troisième théorie, plus sombre, est celle de l'arme. La Lune, avec sa structure résistante et son intérieur potentiellement vaste, pourrait être une sorte d'étoile de la mort, une station de combat ou un système de défense planétaire, aujourd'hui désactivé. Son positionnement stratégique lui donnerait un contrôle total sur la Terre. Ces trois hypothèses, l'observatoire, l'arche et l'arme, ne sont que des spéculations, mais elles donnent une profondeur vertigineuse au mystère lunaire. La question n'est plus seulement qu'est-ce que la Lune, mais qui est-elle et que veut-elle? La perfection mathématique de la relation entre la Lune, la Terre et le Soleil ne se limite pas aux éclipses,
Il existe d'autres coïncidences qui semblent trop belles pour être honnêtes. Prenez le rapport entre la taille de la Terre et celle de la Lune. Si vous multipliez le diamètre de la Lune par 100, vous obtenez à peu près la circonférence de la Terre. Autre exemple, la Terre tourne sur son axe en 24 heures. Si vous multipliez ce temps par 365, vous obtenez le temps de sa révolution autour du Soleil. Mais si vous multipliez la période de rotation de la Lune, 27,3 jours, par 13,36, vous obtenez également 365. Le nombre 13 semble jouer un rôle clé dans la mécanique lunaire. Il y a 13 lunaisons dans une année solaire. La Lune se déplace dans le ciel d'environ 13 degrés chaque jour. Ces relations numériques, souvent liées à des constantes mathématiques comme pi ou le nombre d'or, ont été étudiées par des chercheurs comme Robin Heath ou John Mitchell, qui y voient la preuve d'une mesure cosmique, d'une intention mathématique derrière la création du système Terre-Lune. Pour eux, ces harmonies ne sont pas des hasards, mais une signature, un message codé dans le langage universel des mathématiques. C'est comme si les créateurs de la Lune avaient voulu nous laisser une énigme à résoudre, une fois que nous aurions atteint un niveau de compréhension mathématique et astronomique suffisant. Ils nous auraient dit, si vous êtes assez intelligents pour mesurer nos œuvres, vous serez assez intelligents pour comprendre que nous existons. Cette idée transforme le cosmos en un texte, un grand livre dont les lois physiques et les constantes mathématiques sont les lettres et les mots. Et le système Terre-Lune serait l'un de ses plus beaux poèmes, une ode à la géométrie sacrée, écrite par des intelligences, pour lesquelles les planètes sont des compas et les orbites des lignes tracées avec une précision divine. Chaque levée de lune, chaque marée, chaque éclipse serait une ligne de ce poème, nous rappelant que l'univers n'est peut-être pas qu'un chaos accidentel, mais une symphonie magnifiquement orchestrée. Revenons un instant sur la face cachée. Ce n'est pas seulement sa topographie qui est différente, c'est aussi sa composition. La croûte y est non seulement plus épaisse, mais aussi chimiquement distincte. Cette dichotomie est l'un des plus grands mystères de la sélénologie. Pourquoi un seul corps aurait-il deux hémisphères si différents? Imaginez que la Lune ait été construite ou assemblée à partir de deux parties distinctes. Une partie avant, la face visible, conçue pour l'interaction avec la Terre, et une partie arrière, la face cachée, conçue comme un bouclier ou un compartiment moteur. L'assemblage de ces deux moitiés pourrait expliquer la différence d'épaisseur et de composition de la croûte. La face cachée pourrait abriter les systèmes de propulsion originels de la Lune vaisseau, ses réacteurs, ses sources d'énergie. Ces systèmes, même éteints, pourraient avoir une masse et une composition différentes du reste de la structure, expliquant à la fois l'asymétrie de la croûte et certaines anomalies gravitationnelles. Cette idée est renforcée par l'observation de ce que certains appellent la grille lunaire. Des chercheurs indépendants qui ont analysé des cartes topographiques détaillées de la Lune prétendent y voir un motif de lignes droites et d'angles droits à très grande échelle, particulièrement visibles sur la face cachée. Ces lignes, qui s'étendent sur des centaines de kilomètres,
formerait une sorte de quadrillage, comme si elle suivait les coutures d'immenses plaques métalliques sous la surface. Ce serait le squelette de la Lune, sa structure porteuse, qui transparaîtrait à travers la topographie. La face cachée ne serait donc pas seulement un bouclier, mais la salle des machines d'un monde artificiel, un endroit où les secrets les plus profonds de la Lune sont enfouis sous des kilomètres de roches. C'est peut-être pour cela que toutes les missions habitées se sont posées sur la face visible. Était-ce par simple facilité de communication avec la Terre, ou était-ce pour éviter de déranger ou de découvrir ce qui se cache de l'autre côté? La face cachée reste le plus grand secret de la Lune, une terre interdite qui garde jalousement les clés de son origine. Les sons de la Lune ne se limitent pas à sa résonance lors des impacts. Les astronautes des missions Apollo ont rapporté avoir entendu des choses étranges. Le cas le plus célèbre est celui de l'équipage d'Apollo 10 en 1969. Alors qu'ils survolaient la face cachée de la Lune, hors de tout contact radio avec la Terre, les 3 astronautes, Thomas Stafford, John Young et Eugene Cernan, ont entendu dans leur casque un son bizarre, une sorte de musique sifflante, comme un écho venu de l'espace. Ils ont été si surpris et déconcertés qu'ils ont débattu pour savoir s'ils devaient le signaler ou non au contrôle de mission, craignant qu'on ne les prenne pour des fous. La conversation, enregistrée et déclassifiée seulement en 2008, est fascinante. On les entend décrire ce son comme une musique étrange venue de l'espace extérieur et se demander: vous entendez ça? Ce sifflement? Wouh! Le son a duré près d'1 heure. La NASA a expliqué plus tard que c'était probablement une interférence radio entre les systèmes de communication du module lunaire et du module de commande. Mais les astronautes eux-mêmes n'étaient pas convaincus. Eugene Cernan a déclaré plus tard qu'il ne croyait pas que c'était une simple interférence et que le phénomène restait un mystère. Que pouvait être ce son? Était-ce vraiment une interférence? Ou la Lune leur a-t-elle parlé? Était-ce le son résiduel d'une machine ancienne, un signal de détresse automatisé, ou une communication active émise depuis une source cachée à la surface ou sous la surface? Imaginez être à des centaines de milliers de kilomètres de la maison, dans le silence le plus absolu que l'on puisse imaginer, du côté le plus isolé de la Lune, et entendre une musique qui ne devrait pas être là. C'est une expérience qui doit changer un homme pour toujours. Ce n'est peut-être qu'une anomalie technique, ou peut-être que pendant 1 heure, l'équipage d'Apollo 10 a entendu le chant fantomatique de la Lune, une berceuse cosmique venue d'un autre temps, d'une autre civilisation. La poussière lunaire, le régolithe, est une autre source d'étonnement. Ce n'est pas du sable. C'est une poudre extrêmement fine, abrasive, presque comme de la farine de verre, avec une odeur distincte que les astronautes ont décrite comme ressemblant à de la poudre à canon brûlée. Mais sa composition est également étrange. On y a trouvé des sphérules de verre. Ce n'est pas surprenant en soi, car les impacts de micrométéorites peuvent faire fondre la roche et la vitrifier. Ce qui est étrange, c'est la composition de certaines de ces sphérules. Elles sont d'une pureté chimique et d'une perfection sphérique
qui suggèrent un processus de fabrication contrôlé plutôt qu'un phénomène naturel. De plus, on a trouvé dans le sol lunaire des isotopes de gaz nobles, comme le xénon et le krypton, dans des proportions très différentes de celles que l'on trouve dans le vent solaire ou sur Terre. Certains scientifiques ont suggéré que ces gaz pourraient être les produits de fission d'une activité nucléaire passée. L'hypothèse de la Lune artificielle offre une perspective différente. La poussière lunaire ne serait pas seulement le produit de l'érosion naturelle. Elle pourrait être, en partie, le résultat de milliards d'années de dégradation d'une structure technologique. Les sphérules de verre pourraient être les restes de composants optiques ou de matériaux de construction avancés. L'odeur de poudre à canon pourrait provenir de la réaction de ces matériaux exotiques avec l'oxygène de la cabine des astronautes. Les gaz nobles anormaux pourraient être des fuites provenant de systèmes de confinement ou de propulsion anciens. Le sol sur lequel les astronautes ont marché ne serait donc pas un sol vierge, mais les cendres d'un monde. Un monde de métal, de verre et de céramique qui s'est lentement effrité sous le bombardement incessant des micrométéorites et des radiations pour former cette couche de poussière grise et silencieuse. Chaque pas d'Armstrong ou d'Aldrin n'était pas seulement un pas sur un autre monde, mais un pas sur les ruines d'un autre monde. Chaque grain de poussière ramené sur Terre pourrait être un fragment microscopique d'une technologie que nous ne pouvons même pas commencer à comprendre. Il y a un argument d'ordre philosophique qui vient s'ajouter à toutes ces anomalies physiques. C'est l'argument de la probabilité. Quelle est la probabilité qu'un seul corps céleste, notre Lune, cumule autant de caractéristiques uniques et improbables, une orbite parfaitement circulaire, une taille et une distance qui permettent des éclipses solaires parfaites, un verrouillage gravitationnel parfait qui nous cache en permanence une de ses faces, une densité anormalement faible, une résonance de cloche qui suggère une structure creuse, une croûte riche en métaux industriels, comme le titane, la présence d'isotopes qui ne se forment que dans des réacteurs nucléaires, des roches plus vieilles que le système solaire lui-même, une magnétisation fossile sans champ magnétique actuel, des cratères anormalement peu profonds, des concentrations de masse inexplicables, des lumières et des sons étranges. Pris séparément, chacun de ces faits peut être expliqué, avec plus ou moins de difficulté, par une hypothèse naturelle, souvent ad hoc. Mais pris tous ensemble, ils forment un tableau d'une cohérence troublante. La probabilité que tous ces hasards se produisent pour un seul et même objet est astronomiquement faible. C'est le principe du rasoir d'Occam. L'explication la plus simple est souvent la meilleure. Et ici, l'explication la plus simple, celle qui relie tous ces points avec une logique implacable, n'est-elle pas que la Lune n'est pas le fruit du hasard, que toutes ces anomalies ne sont pas des anomalies, mais des caractéristiques de conception? L'hypothèse de la Lune artificielle, aussi folle qu'elle puisse paraître à première vue, a l'immense avantage d'être d'une grande économie intellectuelle. Elle explique tout d'un seul coup. Elle transforme une liste de coïncidences improbables en un cahier des charges d'ingénieur. C'est peut-être là que réside sa plus grande force.
ce n'est pas une théorie qui se base sur une seule preuve, mais sur une accumulation de preuves, un faisceau de bizarreries qui pointent toutes dans la même direction, celle d'une origine intelligente. Si nous acceptons, ne serait-ce que pour ce voyage nocturne, l'idée d'une lune artificielle, cela change radicalement notre place dans l'univers. Nous ne sommes plus seuls. Et nous ne l'avons peut-être jamais été. La présence d'un tel artefact en orbite de notre planète signifierait que nous avons été, au minimum, visités, au maximum, créés ou guidés. Les mythes et légendes de toutes les cultures du monde prennent alors une nouvelle dimension. Les histoires de Dieu descendus du ciel, d'êtres venus des étoiles, pour enseigner à l'humanité l'agriculture, l'écriture, l'astronomie. Ces récits ne seraient plus des fables, mais des souvenirs déformés d'un contact réel. Les chars de feu, les vimanas, les boucliers volants, décrits dans les textes anciens, pourraient être des descriptions maladroites de navettes, faisant la liaison entre la Terre et la station lunaire. La Lune elle-même, souvent associée dans les mythes à la naissance, à la mort, à la magie et à la connaissance, retrouverait son statut de lieu divin, de demeure des créateurs. Le philosophe grec Démocrite ne disait-il pas que la Lune était un monde rempli de cités et de montagnes? Les pythagoriciens ne croyaient-ils pas qu'elle était habitée? Peut-être ces penseurs antiques avaient-ils accès à une connaissance que nous avons perdue, une tradition orale héritée d'un lointain passé où le contact avec les dieux de la Lune était une réalité. Notre histoire ne commencerait alors pas dans une grotte en Afrique, mais dans les étoiles. Nous serions les descendants d'une expérience, les protégés d'une intelligence supérieure, ou peut-être les survivants d'une guerre cosmique dont la Lune serait le dernier vestige. Cette perspective est à la fois exaltante et terrifiante. Elle nous relie à quelque chose de plus grand, mais elle nous dépossède aussi de notre sentiment d'être les maîtres de notre destin. Nous serions des enfants, jouant dans un jardin sous le regard silencieux et patient d'un parent qui attend que nous levions enfin les yeux pour comprendre. Mais pourquoi ce silence? Si la Lune est un poste d'observation ou une arche habitée, pourquoi ses occupants ne nous ont-ils jamais contactés officiellement? Plusieurs réponses sont possibles. La première est la plus simple. Ils ne sont plus là. La Lune pourrait être un vaisseau fantôme, une machine abandonnée dont les créateurs sont partis ou ont disparu il y a des éons. Les systèmes automatisés continuent de fonctionner, produisant les quelques signes d'activité que nous détectons. Mais il n'y a plus personne aux commandes. Nous serions seuls avec un gigantesque artefact dont nous ne comprenons pas le fonctionnement, comme des fourmis explorant un ordinateur éteint. La deuxième réponse est la directive première, ou l'hypothèse du zoo. Les observateurs lunaires suivent une règle stricte de non-interférence. Ils nous étudient, mais ne doivent en aucun cas intervenir dans notre développement pour ne pas le contaminer. Ils attendent que nous atteignions un certain niveau de maturité technologique, sociale et spirituelle avant de se révéler. Notre voyage sur la Lune était peut-être le premier test. En nous voyant arriver, ils ont peut-être décidé que nous n'étions pas encore prêts. Une troisième possibilité est qu'ils communiquent, mais d'une manière que nous ne comprenons pas.
Leurs messages ne sont pas des ondes radio, mais des schémas mathématiques dans les orbites, des impulsions télépathiques, des inspirations envoyées aux artistes et aux scientifiques, ou des synchronicités dans nos vies. Ils nous parlent dans un langage que nous n'avons pas encore appris à décoder. Enfin, une dernière hypothèse, plus inquiétante. Ils sont là et ils ne sont pas bienveillants. Le silence est une stratégie. Ils attendent le bon moment pour agir et leur plan n'est peut-être pas dans notre meilleur intérêt. La lune serait alors une épée de Damoclès suspendue au-dessus de nos têtes. Quelle que soit la bonne explication, le silence de la lune est aussi profond et aussi lourd de sens que toutes les anomalies que nous avons listées. C'est un silence qui crie son existence, un vide qui est plein de questions. Les missions Apollo, notre seule incursion humaine sur un autre monde, sont elles-mêmes entourées de mystères. Pourquoi, après le succès retentissant d'Apollo 11 et 5 autres alunisages, le programme s'est-il arrêté si brutalement en 1972 ? La raison officielle est budgétaire, mais beaucoup trouvent cette explication peu convaincante. Nous étions à l'apogée de notre capacité d'exploration spatiale et nous avons subitement décidé de ne plus retourner sur le corps céleste le plus proche de nous, laissant la technologie se perdre et les fusées Saturne s'incrouiller dans des musées. N'est-ce pas étrange ? Des théories alternatives suggèrent que les astronautes d'Apollo ont vu des choses qu'ils n'auraient pas dû voir, des structures, des lumières, peut-être même des vaisseaux d'origine non humaine, des conversations radio prétendument censurées par la NASA, connues sous le nom de « Dialogue du Père Noël », font état de l'astronaute Neil Armstrong, signalant la présence de grands vaisseaux extraterrestres, observant le module lunaire depuis le bord d'un cratère. Ces histoires sont considérées comme des canulars par les sources officielles, mais elles persistent. Se pourrait-il que nous ayons été avertis, qu'on nous ait fait comprendre, poliment mais fermement, que la Lune était un territoire privé et que nous n'étions pas les bienvenus? L'arrêt soudain du programme Apollo serait alors une retraite discrète. Nous aurions frappé à la porte et on nous aurait dit de partir. Cette idée expliquerait pourquoi, pendant près de 50 ans, aucune nation n'a tenté de renvoyer des humains sur la Lune. Il y aurait eu un accord tacite, un pacte de silence entre les grandes puissances spatiales pour ne pas ébruiter la vérité et ne pas provoquer les propriétaires de la Lune. Le nouveau programme Artemis, qui vise à retourner sur la Lune, pourrait être une tentative de rompre ce pacte. Ou peut-être avons-nous été, cette fois, invités à revenir. Quoi qu'il en soit, la fin abrupte de l'ère Apollo reste une anomalie historique, aussi étrange que les anomalies géologiques de la Lune elle-même. La Lune a une influence profonde et indéniable sur la Terre. L'effet le plus évident est celui des marées. Par sa force gravitationnelle, la Lune soulève les océans, créant ce rythme quotidien de flux et de reflux qui est essentiel à la vie dans les zones côtières. Mais son influence ne s'arrête pas là. La Lune stabilise l'axe de rotation de la Terre. Sans la Lune, notre planète oscillerait de manière chaotique, comme une toupie en fin de course. Les pôles pourraient se retrouver à l'équateur et vice-versa en quelques milliers d'années. Cela provoquerait des changements climatiques extrêmes et catastrophiques, rendant probablement impossible
l'émergence d'une vie complexe et intelligente. La Lune est donc notre stabilisateur, notre ancre cosmique. Elle a créé les conditions de stabilité nécessaires à notre propre existence. Est-ce encore une coïncidence? Dans le scénario de la Lune artificielle, la réponse est non. La Lune n'a pas seulement été placée en orbite pour l'observation ou comme refuge. Elle a été installée là précisément pour remplir ses fonctions vitales. Elle serait une machine de terraformation, un gigantesque gyroscope conçu pour transformer une planète instable et inhospitalière en un havre de paix, propice à la vie. Les créateurs de la Lune seraient donc aussi nos créateurs indirects. Ils n'auraient pas seulement regardé la vie éclore sur Terre, ils en auraient été les jardiniers. Ils auraient même préparé le terrain, ajusté les paramètres, réglé l'horloge cosmique pour que l'évolution puisse suivre son cours dans les meilleures conditions possibles. Les marées, ce mouvement que nous tenons pour acquis, ne serait pas un simple effet secondaire de la gravité, mais le battement d'un métronome cosmique, le souffle d'une machine qui entretient le jardin terrestre. Nous devons notre existence même, notre climat stable, notre évolution à cet incroyable morceau d'ingénierie suspendu dans notre ciel. La Lune ne serait pas seulement notre compagne, mais notre gardienne, notre mère mécanique. Il est intéressant de noter que le rejet de l'hypothèse de la Lune artificielle par la science conventionnelle n'est pas toujours basé sur des contre-arguments factuels solides. Il est souvent basé sur un argument d'autorité et sur le ridicule. L'idée est jugée trop extravagante pour être prise au sérieux. C'est un réflexe courant dans l'histoire des sciences. Des idées comme la tectonique des plaques, la rotondité de la Terre ou l'héliocentrisme ont toutes été initialement rejetées comme des hérésies ou des folies. La science progresse souvent en brisant des paradigmes, en osant poser des questions qui semblent absurdes à une époque donnée. La question de l'origine de la Lune pourrait être l'un de ces cas. La communauté scientifique, dans son ensemble, est investie dans le modèle de l'impact géant. Des carrières entières ont été bâties sur cette théorie. Accepter ne serait-ce que la possibilité d'une origine artificielle remettrait en question des décennies de travail et des fondements de l'astronomie. C'est pourquoi il est plus simple de balayer l'hypothèse d'un revers de main, de la qualifier de théorie du complot. Mais une théorie n'est pas fausse simplement parce qu'elle est dérangeante ou parce qu'elle déplaît à l'establishment. Elle n'est fausse que si les faits la contredisent. Et comme nous l'avons vu, dans le cas de la Lune, de très nombreux faits semblent au contraire la soutenir, ou du moins contredire la théorie officielle. Ce voyage que nous faisons ce soir n'est pas un acte de foi. C'est un exercice de doute. Le doute est le moteur de la connaissance. Douter de ce que l'on nous a toujours dit, non pas par esprit de contradiction, mais par curiosité. Regarder les mêmes données que tout le monde, mais avec un regard neuf, en s'autorisant à envisager l'impossible. Peut-être que la vérité sur la Lune ne se trouve pas dans les manuels scolaires, mais dans la somme de toutes ces questions que nous n'osons pas poser à voix haute. Imaginons un instant que nous puissions voyager à l'intérieur de la Lune. Que trouverions-nous au-delà de cette coque de titane? Vassin et Sherbakov, les scientifiques russes, imaginaient un espace immense
capable de contenir des villes, des océans intérieurs, une atmosphère artificielle, un monde creux. L'éclairage pourrait être fourni par un soleil artificiel miniature suspendu au centre, ou par la coque elle-même qui pourrait être luminescente. La gravité pourrait être générée par la rotation de la structure ou par une technologie que nous ne maîtrisons pas. Des systèmes de support de vie recycleraient l'air, l'eau et les nutriments, créant un écosystème fermé et parfaitement autonome. Ce serait un monde d'une stabilité et d'une sécurité absolue, à l'abri des radiations, des impacts de météorites et de toute menace extérieure. C'est l'arche parfaite. Mais cet espace pourrait aussi être autre chose. Il pourrait être un gigantesque hangar rempli de vaisseaux de toute taille, attendant d'être réactivés. La Lune serait une base militaire, un port spatial. Ou bien, il pourrait s'agir d'un immense ordinateur. La totalité de l'espace interne pourrait être occupée par des serveurs, des banques de données contenant l'histoire, la science et la culture d'une civilisation entière. La Lune serait un disque dur cosmique, une bibliothèque d'Alexandrie à l'échelle planétaire. Les habitants, s'il y en a, pourraient ne pas être biologiques, mais des consciences numérisées, vivant dans une réalité virtuelle à l'intérieur de cette machine. Cette idée est peut-être la plus vertigineuse de toutes. Le monde tangible que nous connaissons ne serait qu'une simulation pour eux, tandis que leur réalité se déroulerait dans les circuits de la Lune. Quoi qu'il en soit, visualiser cet espace intérieur est un exercice fascinant pour l'esprit qui s'endort. Imaginez-vous flottant dans ce vide immense, sous la voûte métallique de la coque lunaire, contemplant des cités de lumière ou des forêts de cristaux, un monde secret, caché à la vue de tous, juste au-dessus de nos têtes. La Lune a-t-elle des sœurs? L'idée qu'un satellite puisse être une structure artificielle creuse n'est peut-être pas unique à notre système solaire. Certains objets étranges, observés par les astronomes, pourraient correspondre à cette description. Phobos, l'une des deux petites lunes de Mars, est un bon candidat. Elle est très peu dense, de forme irrégulière, et son orbite est en train de décroître, ce qui est inhabituel. L'astrophysicien russe Iosif Shklovsky, le même qui a travaillé avec Carl Sagan, a suggéré dans les années 60 que Phobos pourrait être artificielle et creuse, une vieille station spatiale abandonnée. Un autre exemple est Japet, une lune de Saturne. Elle a une forme étrange, légèrement aplatie au pôle, et une immense crête équatoriale qui lui donne l'apparence d'une noix. Cette crête, haute de 13 km, semble trop régulière pour être naturelle. Certains ont émis l'hypothèse qu'il s'agirait d'une soudure, la trace de l'assemblage de deux hémisphères. De plus, un côté de Japet est noir comme du charbon, tandis que l'autre est blanc comme neige. Cette dichotomie de couleurs est unique et mal expliquée. Se pourrait-il que notre galaxie soit parsemée de ces lunes artefacts? Sont-elles les vestiges d'une ou de plusieurs civilisations antiques qui ont exploré ou colonisé la galaxie il y a des millions d'années? La Voie lactée serait alors une sorte de musée archéologique rempli de ruines grandioses que nous commençons à peine à identifier. La Lune ne serait pas une exception, mais simplement le premier exemplaire que nous avons pu étudier de près. Si cette idée est vraie, alors l'avenir de l'exploration spatiale
ne consistera pas seulement à chercher de la vie sur d'autres planètes, mais aussi à chercher les traces des ingénieurs qui ont façonné ces mondes. Chaque lune étrange, chaque astéroïde à la composition anormale, chaque planète à l'orbite improbable deviendrait un suspect, un indice potentiel dans la plus grande enquête de tous les temps, la recherche de nos prédécesseurs cosmiques. Finalement, que la Lune soit artificielle ou non, le simple fait de poser la question est bénéfique. Cela nous pousse à regarder le monde avec un sentiment d'émerveillement et de mystère. Cela nous rappelle que nous ne savons pas tout et que l'univers est probablement bien plus étrange et plus complexe que nos théories actuelles ne le laissent supposer. Cette histoire de lune artificielle est une porte ouverte sur l'imaginaire. C'est une invitation à rêver, à imaginer des civilisations anciennes, des voyages interstellaires, des technologies qui défient notre entendement. C'est une manière de se reconnecter à l'enfant en nous, celui qui regardait la lune et se demandait s'il y avait quelqu'un qui le regardait en retour. En vous endormant ce soir, ne pensez pas à la lune comme à un simple caillou dans le ciel. Pensez-y comme à une énigme, un puzzle de 4,5 milliards d'années que nous commençons à peine à assembler. Pensez aux vibrations qui la parcourent, aux métaux étranges qui brillent dans sa poussière, à la perfection mathématique de sa danse. Pensez aux lumières qui clignotent parfois dans ces cratères sombres et à la musique que les astronautes ont entendue en survolant sa face cachée. Laissez ces mystères vous bercer. Laissez-les emplir votre esprit de questions sans réponse, car ce sont les meilleures pour s'endormir. Elles n'appellent pas à l'action, ni à l'inquiétude. Elles appellent à la contemplation, à l'humilité et au rêve. La vérité sur l'origine de la Lune est peut-être là, juste au-dessus de nous, attendant que nous soyons prêts à l'accepter. Ou peut-être que le véritable secret n'est pas dans la réponse, mais dans la beauté de la question elle-même. Une question qui nous relie à l'infini et qui transforme notre ciel nocturne en un théâtre de possibilités illimitées. L'un des derniers points troublants concerne ce que l'on appelle les pierres de la Genèse. Lors de la mission Apollo 15, l'astronaute James Irwin a découvert une roche, un morceau d'anorthosite presque pur, qui a été salué comme un morceau de la croûte primordiale de la Lune, formé il y a plus de 4 milliards d'années. D'où son nom. Cependant, des analyses ultérieures ont montré que même cette roche, si ancienne, présentait des anomalies de composition. Mais plus étrange encore, est une histoire qui circule dans les milieux de la recherche alternative. Elle concerne une autre roche, non officielle celle-là, qui aurait été découverte lors d'une mission Apollo. Cette roche, une fois analysée sur Terre dans un laboratoire secret, se serait révélée ne pas être une roche du tout. Elle aurait été un artefact, un morceau de technologie contenant des inscriptions microscopiques et des circuits qui défiaient toute compréhension. L'histoire raconte que cette découverte a été classée au plus haut niveau de secret défense, car elle constituait la preuve irréfutable d'une intelligence non humaine. Bien sûr, cette histoire n'est pas vérifiable. Elle relève de la rumeur, du mythe moderne, mais elle s'inscrit parfaitement dans la logique de notre exploration de ce soir. Elle représente le point culminant de toutes les anomalies, la découverte
non pas d'un indice, mais de la preuve directe. Imaginez la scène. Un scientifique, dans la lumière blafarde d'un laboratoire souterrain, regardant à travers un microscope électronique et voyant non pas des cristaux de roche, mais des motifs géométriques, des lignes de code gravées au niveau atomique. Ce serait la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité et aussi la plus terrifiante. Une découverte qui ne pourrait pas être partagée avec le public, de peur de provoquer une panique mondiale, un effondrement des religions, des sociétés, de notre vision du monde. Que cette histoire soit vraie ou fausse, elle nous sert de parabole. Elle nous dit que la vérité sur la Lune, si elle est d'origine artificielle, est une vérité dangereuse, une vérité qui pourrait nous briser. Et peut-être que le silence des autorités n'est pas un complot pour nous cacher la vérité, mais une tentative, maladroite peut-être, de nous en protéger. Notre voyage touche à sa fin. Nous avons parcouru les cratères de la Lune, non pas avec nos pieds, mais avec notre esprit. Nous avons écouté sa résonance de cloche, ce son profond qui suggère un cœur creux et métallique. Nous avons pesé sa densité si étrangement légère, comme celle d'un vaisseau et non d'un monde. Nous avons touché du doigt sa croûte, parsemée de titane et de métaux traités, vestige possible d'une industrie cosmique. Nous avons été stupéfaits par la présence d'éléments qui ne peuvent naître que dans le cœur de réacteurs nucléaires, une signature énergétique d'un autre âge. Nous avons contemplé la perfection de sa danse, cette orbite circulaire, ce verrouillage parfait, cette éclipse d'une précision d'horloger qui transforme le hasard en une intention manifeste. Nous avons vu ces cratères, larges mais peu profonds, comme si une armure impénétrable protégeait ses entrailles. Nous avons senti son magnétisme fantôme, souvenir d'une époque où l'énergie la parcourait. Nous avons même entrevu, dans le flou des photographies, les silhouettes de tours et de châteaux, ruines possibles d'une civilisation oubliée. Chaque indice, chaque anomalie est un fil. Et ce soir, nous avons tiré sur ces fils pour voir apparaître le contour d'une autre histoire, l'histoire d'une lune qui ne serait pas née du chaos, mais de l'intelligence. Une lune qui serait un vaisseau, une arche, un observatoire, une création. Ce n'est qu'une théorie, une histoire pour s'endormir. Mais c'est une histoire qui élargit notre vision du monde, qui nous rappelle que les plus grands mystères se cachent parfois juste là, à la vue de tous, dans la lumière familière qui baigne nos nuits. Merci d'avoir partagé ce voyage. Si cette exploration des mystères lunaires vous a apaisé et intrigué, n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres conférences pour dormir et de laisser un pouce bleu pour soutenir cette chaîne. Et maintenant, j'aimerais vous laisser avec une dernière question à laquelle vous pourrez répondre dans vos rêves ou dans les commentaires si le cœur vous en dit. Si vous pouviez poser une seule question à la Lune ou à ses créateurs, quelle serait-elle? Tous nuits sous le regard de notre énigmatique gardienne,